Je vais laisser la parole à Léa ou à Déborah, l'une des deux, qui va vous parler un petit peu du lieu, des raisons pour lesquelles on est là et tout ce qu'ils font. Bonjour à tous, bienvenue du coup à School Lab. Donc avant de commencer cette journée, je vais vous raconter un petit peu le lieu dans lequel vous êtes. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de venir, je ne sais pas. Oui. Ok, donc super. Alors du coup, School Lab, c'est un studio d'innovation. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, dans ce lieu, on a rassemblé trois populations. On a rassemblé des startups, des étudiants et des grands groupes. Et on fait travailler tout le monde ensemble pour accélérer des projets de startups et d'entreprises. Pour la petite histoire, School Lab, c'est né il y a 15 ans. C'est un de nos trois cofondateurs, Jean-Claude Charlet, qui est parti dans la Silicon Valley faire un MBA et qui a découvert là-bas la méthode du design thinking et qui s'est inspiré de ce qui s'est passé là-bas. En fait, là-bas, comme vous pouvez peut-être le savoir, tout est extrêmement décloisonné. C'est-à-dire que même sur les grands campus universitaires, on a toutes les disciplines qui sont rassemblées, des ingénieurs, des designers, des business, et tout le monde travaille ensemble pour créer des projets. En revenant en France, il s'est rendu compte que c'était un petit peu l'inverse, que surtout dans les entreprises, que c'était très siloté, et il a décidé d'essayer de décloisonner ça. Et pour faire de l'innovation, il s'est dit qu'il fallait commencer à décloisonner beaucoup plus tôt, donc au niveau de l'éducation. Et il a créé un premier programme qui s'appelle CPI, qui est un de nos programmes du coup historiques. C'est un programme qui rassemble des étudiants de plusieurs écoles, des designers, des ingénieurs et des business, et qui les fait travailler sur des projets de grandes entreprises. Donc ça, c'était le programme historique. Puis ensuite, ces étudiants ont grandi, sont rentrés dans des entreprises, et du coup, on a continué à appliquer cette méthode un peu dans les entreprises. Du coup, aujourd'hui, School Lab, on a 4 activités. On a une activité d'éducation avec ce programme CPI, également avec un programme où on emmène des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs à San Francisco. On fait du conseil, donc on fait des ateliers de design thinking, on fait de la formation, des learning expeditions. On a une activité d'incubateur, on a un incubateur de start-up ici, on accueille des start-up étudiantes, on a des start-up étrangères et on a des promos très régulièrement. Et on a une activité de coworking parce que dans ce lieu, on a des start-up qui sont ici aussi en résidence, mais également des labs d'innovation de grands groupes. Donc voilà, on a créé un bel écosystème et tout le monde travaille aujourd'hui ensemble. Léa et moi, du coup, on fait partie du programme de Learning Expedition. Voilà, donc bonjour à tous, bienvenue au School Lab. Moi je dirige le programme Learning Expedition. Donc Learning Expedition en quelques mots c'est quoi? C'est un accélérateur de transformation. Notre but c'est d'immerger des entreprises dans des écosystèmes innovants, donc à Paris, en province ou à l'étranger. Donc pour vous donner quelques exemples, on est parti il y a quelques mois à New York sur la PropTech et le futur de l'immobilier. On est parti il y a 3 semaines à Londres sur les espaces de travail de demain. On part aussi régulièrement à Tel Aviv pour observer la scène FinTech et réinventer aussi les séminaires d'entreprise. Et aujourd'hui, en fait, j'ai l'honneur de vous annoncer que sur tous les événements, toutes les immersions sur des événements tech, on va travailler avec l'Eurotech Week de manière régulière. Voilà, il y a déjà le CES qui est une première étape et on aura d'autres événements, d'autres missions, d'autres salons auxquels on pourra vous amener. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux, Léa, Déborah. Donc vous avez compris l'esprit collaboratif de l'Eurotech Week que vous retrouvez encore avec The School Lab. Alors ce matin, ça va être une matinée un petit peu, on est en toute intimité. On va parler du programme, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler du CES 2019. Au cours de la matinée, il va y avoir plusieurs interventions. Je vais m'occuper de vous rappeler un petit peu l'historique du CES, comment a évolué ce salon, comment les innovations ont été intégrées, comment il a varié au cours du temps. Par la suite, je donnerai la parole à Lionel Tardy et à Mathieu Debeuve des Digital Men qui nous suivent depuis 3 ans également sur l'Eurotech Week et qui nous font des reviews et des émissions matin et soir pendant le CES sur l'Eurotech Week. Baptiste Rongier, Émotique, notre partenaire visite guidée, prendra la parole, vous expliquera comment se passent nos tours, puisque ce matin, on a quand même pas mal de participants à nos tours qui sont présents. Et Sébastien Thor, qui est ici partenaire et associé de l'Eurotech Week depuis également sa création, vous parlera de San Francisco, de l'écosystème de San Francisco, des startups et des programmes de rendez-vous B2B qu'on a mis en place pour favoriser les échanges et les rencontres entre partenaires, startups, investisseurs et retailers, distributeurs, enfin toutes les personnes qui sont présentes au CES. Alors, notre mission, en quelques mots,
L'orientation de l'Eurotech Week, c'est quand même tourner en principal, avec un leitmotiv qui est l'humain au centre de tout. C'est-à-dire qu'on est en priorité, comme la tendance est en train de le faire en ce moment au niveau de l'innovation, on est très orienté user-centric. Donc l'humain va être au centre de tout. Quand je dis l'humain, c'est les utilisations que vont pouvoir avoir les personnes avec qui on travaille. Et quand on oriente notre soutien, notre support sur le CES, c'est surtout orienté sur les métiers des personnes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échanges, qu'on organise ces matinales tout au long de l'année, pour avoir un retour des différents participants, pour savoir quelles sont les attentes de nos utilisateurs, quelles sont les attentes de nos clients, et quelles sont les attentes aussi en termes d'open innovation des grands groupes vis-à-vis des startups. Et voilà ce qu'on essaie de faire, c'est fédérer tout ça. Donc voilà les 4 grands axes de travail de l'Eurotech Week. Donner du sens au progrès, l'expérience doit être ressentie, explorée, amenée. L'humain doit rester au centre de tout. Alors je vais commencer par vous faire un petit retour sur l'édition 2018 du CES de Las Vegas. 180 000 participants. C'est énorme, mais au-delà de ça, c'est 300 000 personnes à Las Vegas pendant le CES. C'est-à-dire que c'est un moment phare, c'est un moment de lancement, c'est le rassemblement annuel de l'innovation et des professionnels de l'innovation. 150 pays qui sont représentés, 300 conférences, 3900 exposants. Donc un des plus gros salons professionnels liés à la tech. 6645 médias. Je crois qu'à ce jour, c'est le salon professionnel international qui réunit le plus de médias. Et autour de ces médias et du CES, il y a des événements qui sont organisés. Vous avez un événement qui s'appelle Showstopper, vous avez Pepcoms, qui sont des événements, et même le CES Unveiled, qui a lieu la veille du CES, et qui sont des événements qui sont dédiés aux médias. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas particulièrement de visiteurs ou d'acheteurs, non, c'est simplement des événements médias, donc plus de 7000 médias pour Pepcom. Donc ça dépasse même le CES, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se rendent à Las Vegas pendant le CES et qui ne participent même pas au CES. Ils prennent des rendez-vous, ils ne sont pas sur le salon, ils sont à l'extérieur. D'ailleurs, c'est comme ça que nous avons créé la première année l'Eurotech Week, enfin pendant 2 ans, on était à l'extérieur du salon. 240 000 mètres carrés de surface d'exposition, donc là, après j'irai un petit peu sur les distances que ça représente. Et en termes d'industrie, c'est 268 milliards de dollars, et je pense que la donnée est à réactualiser en termes d'économie du numérique. La présence de la French Tech, alors j'en profite pour vous dire que Maxime Savet, qui représente Business France, est présent dans la salle, donc si jamais vous avez des questions à lui poser, je lui donne la parole un petit peu à la fin pour parler du programme Business France, parce que cette année aussi, ils ont révolutionné l'organisation de la délégation French Tech au CES. 3e présence mondiale, 365 entreprises sur l'ensemble de l'Eureka Park. Alors c'est peu de l'Eureka Park, pardon, du CES, c'est 7% du CES. Par contre, sur l'Eureka Park, qui est l'espace de l'innovation, c'est plus de 274 startups, parce que ça, c'est celles qui sont recensées. Il y en a beaucoup qui gravitent, et on a beaucoup de startups visiteurs qui ne sont pas exposants, mais qui sont sur le CES et qui participent notamment à nos programmes. Les secteurs les plus représentés, alors secteur French Tech, c'est-à-dire de manière générale sur les 365 entreprises, les Deep Tech, et quand on dit Deep Tech, c'est très orienté intelligence artificielle, robotique, IoT. Et dans les startups, alors c'est ce qu'on a recensé l'année dernière, ça change chaque année bien évidemment, parce que ce sont des startups, donc ce sont des jeunes pousses, mais l'année dernière c'était beaucoup de maisons connectées, smart home, beaucoup de santé, services et transport. Donc vous voyez l'évolution au cours des dernières années, on est passé de 45 entreprises en 2014 à 320 entreprises. Alors, c'est pas cohérent avec le chiffre, mais c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des startups qui ne sont pas forcément exposantes, mais 320 entreprises sur l'Eureka Park en 2018. La localisation. Alors le CES, on a l'impression que, comme on est à Vegas et qu'il y a des immeubles un petit peu partout, que les distances sont petites, mais marcher d'un bloc à l'autre, c'est à peu près entre 15 et 20 minutes. Donc là, on a 3 sites. Je ne sais pas si je peux pointer. Non, je ne peux pas pointer. Je vais vous le montrer à la main puisqu'on est dans un petit espace. Vous avez le Tech West, qui est ce qu'on appelle le Sense, et l'Eureka Park sont au Tech West. Le Tech East, c'est le Convention Center. C'est là où sont essentiellement les gros industriels. Je vais vous montrer tout à l'heure les marketplaces, mais c'est là où se trouvent souvent les gros industriels. Et vous avez le Tech South. Alors cette année, il me semble que c'est Sport CES, mais pareil, je vais vous l'indiquer tout à l'heure, qui est un endroit où un troisième lieu de manifestation. Alors pour vous donner un ordre d'idée, entre ces deux espaces, là, il y a à peu près 20 minutes à pied. Et pour aller
au Convention Center, on est obligé de prendre un monorail, parce que là, on en a pour, je pense, entre 30 et 40 minutes de marche pour accéder. Par contre, en étant centralisé dans cet espace, on a quand même accès très rapidement à chacun des endroits, ce qui permet d'optimiser. Donc c'est pour ça qu'on propose, nous souvent on oriente en fait les personnes avec qui viennent avec nous dans ces espaces à côté du strip pour pouvoir accéder aux différents lieux. Alors cette année, on aura, je ne vais pas rentrer dans le détail du programme Eurotech Week, Sébastien le fera tout à l'heure, mais on a 2 lieux et on va être présent sur l'Eureka Park pendant la semaine du CES. Et la veille du CES, on organise, puisque l'Eurotech Week c'est une semaine complète, hein, c'est pour ça qu'on a appelé ça Eurotech Week, on aura un concours de pitch, 2 concours de pitch qui seront organisés et un événement de networking qui auront lieu au Tuscany. Donc c'est à 15 minutes du strip et 15 minutes du Sense, c'est un autre hôtel qui est en proximité. Alors ça c'est pour, quand on dit Vegas c'est huge, donc c'est 130 000 chambres d'hôtel, 4500 restaurants, 6 km de strip, donc cette partie-là fait 6 km en fait, pour vous donner un ordre d'idée de la grandeur des choses. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Marketplace, donc il y a 25 marketplaces qui ont été déterminés cette année pour l'ensemble du CES. Je vous les ai regroupés. Donc la première c'est Tech East. Alors qu'est-ce qu'on appelle Tech East? C'est pas dur, vous regardez la carte précédente. On est à l'est, à l'ouest, au sud. C'est le strip, Las Vegas Boulevard, le nord, le sud, et vous vous retrouvez comme ça. Donc si quelqu'un vous parle de Tech East, Tech West, Tech South, retenez ce schéma. C'est comme ça qu'il faut se repérer. Donc Tech East, à droite, le Convention Center. Cette année, on a détecté, donc, comme je dis, 25 marketplaces. Les principales sur le Convention Center seront... Alors, on a South Hall 1 et South Hall 2, 3. Vous avez l'AR, VR et le gaming. L'intelligence artificielle, la robotique, les drones dans le Hall 2. Donc tout ça, c'est ce qui est ici. Là, vous avez les halls. Donc je vous montrerai la carte interactive Hall 3, Hall 1, Hall 2. Donc là, on est complètement sur la droite du Convention Center. Donc ça, c'est relativement long, mais beaucoup de choses se passent dans cette zone. Et vous avez encore un autre hôtel qui est le Westgate, où vous pouvez aussi vous déplacer. Donc vous voyez, je vais faire un raccourci, mais vous pouvez le voir sur le site internet du CES, vous avez accès à l'ensemble, il y a une carte interactive qui vous permet aussi de rechercher. Sachant que nous, notre travail, c'est de filtrer en fonction de vos attentes, en fonction des échanges que l'on va avoir avant le CES, pour pouvoir orienter et faire un mapping qui est adapté à vos programmes. Donc 3D printing, high-tech, retailing, high products, enterprise solutions, smart cities, resilience, Westgate. Donc le Westgate, c'est ce que je vous ai dit, ce que je vous ai indiqué, et le LVCC Platinum Lot, c'est toute la zone où vous avez en fait des tests automobiles qui est à l'extérieur. Donc c'est très très grand aussi. Marketplace Tech West. Donc Tech West, vous avez 2 niveaux. L'Eureka Park, qui va être à un étage où vous allez avoir toutes les startups. Donc toutes les startups vont exposer dessus, vous allez avoir les innovations, donc elles ne sont pas forcément regroupées en marketplace. Mais elles sont toutes référencées et vous pouvez les... en fait, tel que j'ai là je ne l'ai pas imprimé, mais tel que j'ai le plan en tête, vous avez des zones par région, des zones par pays, donc vous allez les repérer comme ça. Mais les startups ne sont pas organisées par activité, par marketplace. C'est pour ça que nous, on travaille sur ce mapping et le référencement de toutes ces startups qu'on va derrière regrouper par centre d'intérêt. Et le Sense, qui est là pour le coup une vraie marketplace, qui est au premier étage, et vous allez accéder à l'ensemble des marketplaces déterminés qui sont toujours dans l'innovation. On n'est plus sur les grands groupes, on est sur les scale-up, on est sur des innovations regroupées par secteur, et là par contre c'est très très facile de se repérer et très intéressant. Tech South. Alors nous, à notre niveau, on ne se déplace pas sur Tech South. Cette année, il y a le sport, vous avez le C-Space. Il faut que j'en parle avec les équipes. Jusqu'à présent, on n'a jamais intégré cette zone-là dans nos parcours, parce que c'était plus orienté sur les médias, les plateformes. Mais bon, on va réfléchir à le faire. C'est juste en face de là où nous nous trouvons, au niveau du strip, c'est la direction que je vous ai montrée. Donc il y a plusieurs zones. Alors, au-delà de ce que je viens de vous indiquer, il y a aussi dans des suites, dans différents endroits du salon,
des simulations de smart home avec l'équipement audio, l'équipement vidéo. Donc vous avez aussi possibilité d'accéder à des suites dans les hôtels d'exposition, des showrooms, qui sont montés par les différents prestataires, par les différents exposants. Alors, le CES, mythe et réalité. Le CES, c'est une grosse machine. À la base, c'était un événement B2C. Alors, les idées reçues. US-centric. Aujourd'hui, le CES, c'est un événement qui est international. Il y a toutes les délégations, je vous dis, 150 pays qui sont représentés. Et ce qui est très étonnant, par exemple, pour la French Tech, par exemple, on peut en parler. Les Français vont à Las Vegas pour faire du business avec des Français. On a des personnes se déplacent de leur pays, retrouvent les citoyens du même pays et font du business à 8000 km de chez eux. Mais c'est pas grave, ça a un impact. Des gens sont beaucoup plus accessibles pendant le CES alors qu'ils ne sont pas dans leur pays d'origine. C'est un lieu de nouvelles technologies. Oui, c'est un lieu de lancement de nouvelles technologies. C'est-à-dire que c'est devenu la grande messe. Aujourd'hui, tout le monde attend le CES pour savoir quelles vont être les grandes innovations. Alors, il y a d'autres salons quand même qui ont lieu aujourd'hui. L'Asie organise, donc d'ailleurs il y a le CES Asia en juin. Vous avez Mobile World Congress, South by Southwest aussi à Austin. Il y a plein d'autres salons qui sont à visiter. L'IFA, mais chacun est orienté. Aujourd'hui, on peut dire que le CES reste quand même le plus large en termes de networking, le plus large en termes de lancement et de rencontres en fait avec les différents partenaires, parce que tout le monde se déplace au CES. B2C. Alors une idée reçue. À la base, effectivement, Comdex c'était un salon qui était donc le vieux l'ancien CES, c'était un salon qui était B2C. On voyait les dernières télés, les dernières machines à laver, les premiers ordinateurs, mais au fur et à mesure, par rapport à la fréquentation, par rapport aux différentes transformations, surtout les technologies qui sont intégrées dans le hardware, dans les outils, dans les produits, derrière il y a des transferts de technologies. Et on se trouve sur un salon qui est de plus en plus B2B, parce que les personnes y vont pour trouver de la technologie, et plus pour acheter du matériel. Alors, le salon avait 50 ans en 2017. Je vais vous faire vivre une petite rétrospective du salon. Alors, si vous avez regardé, ce qui est impressionnant, c'est les dates. On part de 1967 et la majeure partie des grosses innovations, en tout cas celles avec lesquelles on vit, sont faites sur les 10 dernières années. Et ça, c'est assez surprenant. Donc, vous dire que le monde change, effectivement, il change, des choses ont disparu, des choses sont stables, mais il y a toujours des sous-jacents technologiques, des choses qui arrivent, on a de la 5G, on a des réadaptations aussi des anciens acteurs, enfin voilà, ça bouge énormément, et en un an, ça bouge de plus en plus. Le CES, pourquoi y aller? Pourquoi on emmène, nous, autant de personnes? Pourquoi on sollicite aussi autant d'acteurs? C'est que
au-delà des appareils que vous allez voir, et ça, ce schéma l'illustre bien, vous avez un ensemble de couches, et toutes ces couches interagissent. C'est-à-dire que quand vous allez voir une montre connectée aujourd'hui, c'est pas la montre que vous allez regarder, c'est la technologie qui est utilisée, c'est avec quoi elle interagit, c'est quelles sont les datas qu'elle va traiter, et comment derrière les choses vont pouvoir être transférées sur une activité, comment on va pouvoir les utiliser d'un métier à l'autre, et comment les données vont se croiser. Donc là, vous avez un schéma qui est assez intéressant sur la blockchain. Hein. Là, vous le voyez, la blockchain concerne tous les domaines. Donc on est sur la méga techno, l'intelligence artificielle, l'IoT. Voilà, ça, ce sont trois focus sur lesquels on est obligé de s'arrêter parce que de toute façon, elles concernent tous les domaines. Smart City, FinTech, Autonomous Vehicle, tout ça est très très proche. La 5G arrive. Savoir, donc la Orange va sortir très prochainement. Il va y avoir sûrement des lancements et des réadaptations de pas mal de produits justement par rapport à cette 5G, donc on l'attend, mais je ne vais pas spoiler mes camarades. C'est une manière de voir la robotique cette année aussi va prendre de plus en plus de place avec justement l'intelligence artificielle et le contact avec l'ensemble des utilisateurs. On va regarder pareil, on va revenir sur les dates. Donc ça, c'est le premier véhicule créé en 112 ans. 112 ans pour avoir cette évolution au niveau des voitures. Ordinateur de Apple, 1984, le smartphone, 23 ans plus tard. Attention, on va accélérer maintenant. 7 ans pour passer de smartphone à Oculus. On a réduit les capacités... on a augmenté les capacités des transistors, on va en parler, il y a la loi de Moore, c'est terminé en 2015, elle a commencé dans les années 70. Il y a une augmentation des capacités, mais qui va être forcément modifiée, puisqu'on a atteint le seuil. On commence à parler d'ordinateurs quantiques, sûrement en ce moment vous avez les oreilles qui traînent autour de ça, et surtout le prix des composants a complètement diminué. Donc ça facilite cette accélération, ça facilite ce business qui est toujours en mouvement. Donc voilà, la loi de Moore, aujourd'hui on a atteint sa limite, on commence à parler de quantum computers, et l'évolution fait que toute cette zone-là va permettre de voir, on va voir des nouvelles choses avec l'intelligence artificielle, tout va vraiment s'accélérer. Le quantum, certains disent que ce n'est pas possible de le donner à 30 ans, mais en tout cas c'est un vrai sujet qui est traité par plusieurs experts aujourd'hui, dont Olivier Ezrati, et même d'autres personnes et d'autres structures beaucoup plus structurées. Les années que ça a pris pour gagner des clients. Donc aujourd'hui, vous voyez que les réseaux sociaux arrivent à acquérir en 19 jours l'équivalent de 50 millions d'users, alors qu'une compagnie aérienne avait mis 68 ans. Ça aussi, c'est la rapidité de toucher l'utilisateur final. On est en direct, on va avec des vitesses folles. Donc les GAFA ont changé les métiers. Vous avez les Natu qui réinventent les industries traditionnelles, donc que vous connaissez. Donc c'est toute cette proximité. Toujours, vous remarquerez, on retombe toujours sur la même chose. Hein. Le lien direct avec le user. On n'est plus du tout sur des modèles économiques de distribution, d'intermédiaires. On est sur du direct. Aujourd'hui, tout est focus sur, tout est user-centric. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous déterminez le marché de demain. Vous êtes en direct. Et tous les industriels et toutes les structures le savent. Donc elles doivent se réadapter par rapport à ça. Toutes les entreprises doivent tenir compte du fait que des données vont être collectées auprès de vous et vous allez changer leur métier. Je fais un stop sur 2-3 choses donc importantes, les data, nouveau pétrole. Donc les 10 premières capitalisations boursières en 2010, donc on était effectivement dans l'énergie. L'énergie fossile, aujourd'hui c'est un gros sujet. Et nous sommes en 2016 sur Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, vous voyez, 5. Parmi les 10 capitalisations boursières de 2016, vous avez 5 grosses entreprises, GAFAM, parce qu'on n'est même pas sur les GAFAM. Le volume de données qui explose. Donc un vrai sujet, la valorisation des données. On sait que, vous verrez au CES, il y a 1000 façons de capter de la donnée. La IoT, la proximité, on parle de edge computing, avec justement le traitement des données en proximité de l'utilisateur, mais ces données, elles sont énormes.
sont consommatrices d'énergie. Donc il y a plusieurs problématiques qui arrivent, c'est comment les traiter, comment les valoriser, comment derrière aussi respecter ce qui a été d'actualité cette année, les règles de confidentialité, le privacy. Tous ces sujets-là vont être traités. C'est bizarre pour une foire, parce que le CES à la base est une foire, mais tous ces sujets sont traités. On est sur des problématiques d'éthique, des problématiques humaines, des problématiques d'économie. Ils vont beaucoup plus loin, le CES est obligé de s'adapter aussi. La naissance de l'IA, donc l'intelligence artificielle, les prémices en 1950, le machine learning, et maintenant on est au deep learning, où on va plus en profondeur, où la machine fait des suggestions, pousse son analyse à partir parce qu'elle dispose de beaucoup plus de data. Voilà, l'intelligence artificielle, un logiciel abat en une seconde le travail que des avocats font en 360 000 heures. Alors faut-il avoir peur, comme on l'entend, de la perte des emplois? Est-ce que ça va générer des nouveaux emplois? Est-ce que certaines tâches vont disparaître? Il y aura toujours des demandes, des proximités, une réflexion, mais en tout cas, sachez que l'optimisation des temps est un vrai sujet en termes de data. Alors ça, c'est le schéma de l'année dernière proposé par Gartner. Ce sont les tendances du CES 2018. Alors j'ai consulté quand même, on a discuté ce matin. Ce qui varie seulement, c'est la réalité virtuelle qui est sortie du plateau. Mais autrement, on est quand même, vous voyez, sur des phases d'innovation. On est encore en train de chercher, on est encore en train de les créer, on n'est pas sur des modèles économiques et de distribution. On n'a pas non plus passé le cap encore de l'expérimentation. On est encore pas mal sur des POC, même si on tend à modifier, à changer ça. Voilà. Donc c'est assez semblable cette année. Il y a un petit déplacement vers la droite de la courbe, mais on est encore sur des échéances à 5 ans, 5 ans, 10 ans. Certaines vont être un petit peu accélérées, comme les bots, tout ce qui est assistants personnels, les assistants vocaux, mais pour l'instant on est encore sur ce modèle-là. Donc les tendances de l'année dernière, intelligence artificielle, les espaces immersifs et les plateformes. C'était les gros focus.